Je m'appelle Bernadette et à 63 ans, je n'aurais jamais imaginé devoir enterrer mon fils unique. Thomas avait 38 ans quand un chauffard-ivre me l'a arraché un mardi soir pluvieux. L'appel est arrivé à 2h10 à 7 du matin. Au moment où j'ai entendu la voix du gendarme, j'ai su que mon monde venait de voler en mille éclats, impossible à rassembler. Au funérarium, il y avait cette odeur de lys et de désinfectant. J'étais assise au premier rang, les mains jointes sur mes genoux, regardant des gens que je connaissais à peine défiler devant le cercueil de Thomas. Mon fils avait l'air si paisible, presque comme s'il dormait. Mais la réalité pesait sur ma poitrine, un poids que je ne pouvais soulever. C'était donc ça. C'était l'adieu pour toujours. Sophie, ma belle-fille, se tenait à côté de moi, dans une robe noire qui coûtait probablement plus que mes courses de 3 mois. Elle était mariée à Thomas depuis 5 ans. Et pendant tout ce temps, j'avais vraiment essayé de l'accueillir dans notre famille. Je lui préparais ses plats préférés quand il venait, je n'oubliais jamais son anniversaire, je les avais même aidés avec les mensualités de leur crédit quand Thomas était entre 2 emplois. Je pensais que nous avions construit quelque chose qui ressemblait à une relation, même si elle était parfois tendue. Mais le deuil a des effets étranges sur les gens. Après la cérémonie, alors que tout le monde commençait à partir, Sophie s'est tournée vers moi, les yeux secs et froids. « C'est de ta faute », a-t-elle dit doucement, pour que je sois la seule à entendre. Si tu ne l'avais pas autant angoissé avec tes inquiétudes permanentes, peut-être qu'il n'aurait pas conduit si imprudemment. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Sophie, s'il te plaît, nous souffrons toutes les deux en ce moment. Non, Bernadette, ne joue pas à la mère éplorée. Tu l'as étouffé toute sa vie. Il m'a dit à quel point il était épuisé de devoir toujours s'occuper de toi, de toujours se soucier de tes sentiments. Chaque mot me frappait comme un coup. Mon Thomas avait dit ça de moi. Mon fils si doux, si gentil, qui m'appelait tous les dimanches, qui m'apportait de la soupe quand j'étais malade. Le trajet de retour vers la maison que nous partagions s'est fait en silence. Thomas était revenu vivre avec moi il y a 2 ans. Son travail en centre-ville rendant le trajet plus simple. Et Sophie avait suivi à contre-cœur. Elle n'avait jamais aimé cet arrangement, faisant toujours des petites remarques sur le manque de place, sur ma décoration démodée. Mais c'était ma maison. La maison où j'avais élevé Thomas après le départ de son père quand il avait 12 ans. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans la chambre d'enfance de Thomas, touchant ses vieux trophées de football, Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte. Son expression était passée de la froideur à quelque chose de plus sombre, de plus déterminé. « J'ai réfléchi, dit-elle en s'appuyant contre le cadre. Cette situation ne peut plus durer. » Je l'ai regardée, confuse. « Que veux-tu dire ? » Je veux dire que tu dois te trouver un autre endroit où vivre. Cette maison est pleine de trop de mauvais souvenirs maintenant, et j'ai besoin d'espace pour faire mon deuil sans que tu sois là à planer, à me rappeler tout ce qui a mal tourné. Je me suis levée lentement, mes genoux protestants. Sophie, c'est ma maison. J'habite ici depuis 26 ans. Thomas a grandi ici. Elle a ri, un rire sans aucune joie. Ta maison, Bernadette ? Thomas a payé le crédit immobilier ces 2 dernières années. Il s'est occupé des factures, des réparations, de tout. Cette maison lui appartient maintenant, ce qui veut dire qu'elle m'appartient. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'est pas vrai. Oui, il aidait avec les dépenses, mais l'acte de propriété est toujours à mon nom. Je peux te montrer les papiers. Quels papiers ? Demanda-t-elle, et quelque chose dans son ton me glaça le sang. Parce que je n'ai trouvé aucun papier de ce genre en fouillant dans les dossiers de Thomas. Le sous-entendu flottait dans l'air entre nous. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai sorti la boîte en métal où je gardais tous mes documents importants. Les mains tremblantes, j'ai fouillé parmi les actes de naissance, les polices d'assurance, les déclarations d'impôts. L'acte de propriété n'y était pas, mes papiers de prêt non plus. Tu cherches ça ? Sophie se tenait derrière moi, tenant une pile de papiers. Je les ai trouvés dans le tiroir du bureau de Thomas. On dirait qu'il les a fait transférer à son nom l'année dernière. Quelque chose à propos de s'assurer que tu sois prise en charge s'il lui arrivait quelque chose. J'ai tendu la main pour prendre les papiers, mais elle les a retirés. Tel que je vois les choses, tu as 2 choix. Tu peux te battre contre moi. Nous traîner toutes les 2 dans une longue bataille juridique qui coûtera de l'argent que ni l'une ni l'autre n'a, ou tu peux accepter la réalité et trouver un autre endroit où vivre. Ma voix n'était qu'un murmure. Où suis-je censée aller ? Ce n'est plus mon problème. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Je te veux dehors d'ici vendredi. Ça te laisse 3 jours pour te débrouiller. J'ai passé ces 3 jours dans un brouillard, appelant des services d'aide juridique qui ne pouvaient pas me recevoir avant des semaines, essayant de joindre de la famille éloignée qui ne répondait pas à mes appels. Les quelques amis que j'avais étaient soit décédés,
soient eux-mêmes en maison de retraite. Thomas avait été mon monde entier. Et sans lui, je réalisais à quel point j'étais complètement seule. Vendredi matin, j'ai fait mes bagages, ce que je pouvais faire tenir dans 2 vieilles valises et un sac de courses. 40 ans de vie réduits à ce que je pouvais porter. Sophie regardait depuis la fenêtre de la cuisine alors que je peinais à descendre les marches du perron avec mes affaires, mais elle n'est pas sortie pour m'aider. Elle n'a même pas ouvert la porte pour me dire au revoir. Debout sur le trottoir, regardant la seule maison que j'avais connue depuis des décennies, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une douleur distincte de la perte de Thomas. C'était différent. C'était la prise de conscience que la personne que j'avais tant essayé d'aimer et d'accueillir dans ma famille avait planifié ce moment, attendant sa chance de me jeter comme un déchet. Je n'avais nulle part où aller moins de 400 € sur mon compte courant. À 63 ans, j'allais apprendre ce que signifiait être vraiment invisible dans ce monde. La première nuit dans la rue m'a appris des choses que je n'aurais jamais voulu savoir sur la nature humaine. J'ai trouvé un banc dans le parc de la Rivière, le même parc où je poussais Thomas sur les balançoires quand il était petit. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais maintenant sans abri à l'endroit même où j'avais forgé certains de mes plus heureux souvenirs. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre pouvait cacher quelqu'un qui pourrait me faire du mal. Je serrais mon sac à main contre ma poitrine et j'essayais de me faire la plus petite possible. Quand le soleil s'est enfin levé, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Les toilettes publiques du parc sont devenues ma routine matinale. Je m'aspergeais le visage d'eau, j'essayais de coiffer mes cheveux et je tentais de paraître assez présentable pour que les gens ne traversent pas immédiatement la rue en me voyant arriver. Mais il était impossible de cacher ce que je devenais. Après seulement 3 jours, mes vêtements ont commencé à sentir. Mes cheveux sont devenus gras et emmêlés. La routine de maquillage soigné que j'avais maintenue pendant des décennies était réduite à ce que je pouvais faire avec mes doigts et un miroir de poche. J'ai essayé le foyer pour sans-abri de la rue Pasteur, mais il y avait une liste d'attente. L'assistante sociale, une femme à l'air fatiguée de l'âge de ma belle-fille, m'a regardée avec un mélange de sympathie et de frustration. « Nous sommes complets, ma petite dame. Revenez la semaine prochaine. » Mais je ne peux rien promettre. Il y a beaucoup de gens dans votre situation en ce moment. Ma situation, comme si être mise à la porte par la femme de son fils décédé était une chose banale. J'ai appris à être stratégique pour la nourriture. Les fast-foods me laissaient parfois m'asseoir pendant des heures si j'achetais un petit café. J'ai découvert quel supermarché jetait des produits encore bons et à quelle heure il les mettait dans les bennes. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je mangerais les invendus d'une boulangerie. Mais la faim vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Le plus dur n'était pas l'inconfort physique. C'était la façon dont les gens me regardaient, ou plus exactement, la façon dont ils regardaient à travers moi. J'étais devenue invisible, juste une autre sans-abri que la bonne société préférait ignorer. Les mères serraient leurs enfants plus près quand je passais. Les commerçants trouvaient soudainement des raisons de sortir et de me surveiller jusqu'à ce que je m'éloigne. 2 semaines après le début de ma nouvelle réalité, j'étais assise sur mon banc habituel, donnant des miettes de biscuits aux pigeons, quand j'ai entendu un rire familier. Mon cœur s'est arrêté. Sophie traversait le parc avec une femme que je ne reconnaissais pas. Toutes deux portaient des sacs de boutique de luxe. J'ai essayé de me faire encore plus petite, de m'enfoncer dans le banc et de disparaître, mais il était trop tard. Elle m'avait vue. « Tiens, tiens, tiens », lança Sophie en s'approchant avec son amie. « Regardez ce que nous avons là !» J'ai gardé les yeux baissés, me concentrant sur les pigeons qui piqueraient les miettes autour de mes pieds. Si je ne la reconnaissais pas, peut-être qu'elle continuerait son chemin. « Bernadette », dit-elle plus fort, « ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. » J'ai levé les yeux lentement. Sophie portait un nouveau manteau, quelque chose qui semblait coûter plus cher que ce que je dépensais en courses en un mois. Son amie se tenait légèrement derrière elle, clairement mal à l'aise, mais incapable de détourner le regard du spectacle. « Alors, on s'amuse bien à vivre avec les pigeons ?» demanda Sophie en désignant les oiseaux. Son amie gloussa nerveusement. « S'il te plaît, murmurai-je, laisse-moi tranquille. »« Oh, pardon, je te mets dans l'embarras ?» Elle sortit son téléphone. « Souris, Bernadette. Je veux prendre une photo pour montrer comme tu te débrouilles bien toute seule. » Je me suis levée rapidement, rassemblant mes sacs, mais elle m'a suivie. « Allez, ne sois pas timide. » Je parie que Thomas adorait voir à quel point sa mère est devenue indépendante. La cruauté dans sa voix brisa quelque chose en moi. « N'ose pas utiliser le nom de mon fils comme ça. »« Ton fils ?» Elle rit de nouveau. « Ton fils m'a dit qu'il avait hâte de te mettre en maison de retraite. Il disait que tu devenais un fardeau qu'il ne pouvait plus gérer. »
Je voulais lui dire qu'elle mentait, que Thomas n'aurait jamais dit de telles choses sur moi. Mais là, debout dans mes vêtements sales, sentant comme quelqu'un qui n'avait pas pris de vraie douche depuis 2 semaines, je n'ai pas trouvé la force de me battre. Peut être qu'elle disait la vérité. Peut être que Thomas avait vraiment prévu de me placer quelque part. Le directeur des pompes funèbres a appelé hier, poursuivit Sophie avec désinvolture. Quelque chose à propos du testament de Thomas. Apparemment, il y aura une lecture la semaine prochaine. Je suppose que tu voudras être là, même si je n'imagine pas qu'il t'ait laissé grand-chose. Elle laissa tomber une carte de visite à mes pieds. Le rendez-vous est jeudi à 14 heures. Essaye de te nettoyer un peu avant. Je ne veux pas que les gens pensent que je ne me suis pas bien occupée de ma pauvre belle-mère. Alors qu'elle s'éloignait avec son amie, je les ai entendus parler. Mon Dieu, tu te rends compte comme elle s'est laissée aller ? Dit l'amie. Quelle honte. Je sais, répondit Sophie. Certaines personnes n'ont tout simplement aucun respect pour elles-mêmes. J'ai ramassé la carte de visite avec des doigts tremblants. Maître Leroy et associé, cabinet d'avocat. Thomas avait fait un testament. Dans tout ce chaos et ce deuil, il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il pourrait y avoir des questions juridiques à régler. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti une minuscule étincelle de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Peut être que Thomas m'avait laissé quelque chose. Peut être qu'il avait pris des dispositions pour moi que Sophie ignorait. Peut être que, malgré ce qu'elle prétendait, mon fils m'aimait encore à la fin. J'ai regardé mon reflet dans une flaque d'eau à mes pieds. Une vieille femme hagarde me fixait en retour. Quelqu'un que je reconnaissais à peine. Mais jeudi n'était que dans 5 jours. J'avais 5 jours pour trouver un moyen de me rendre assez présentable, pour m'asseoir dans le bureau d'un avocat et entendre les derniers mots de mon fils pour moi. Je ne savais pas que ces derniers mots allaient tout changer. Le jeudi matin est arrivé, gris et bruneux, parfaitement assorti à mon humeur. J'avais passé les 4 jours précédents à essayer de me rendre présentable avec les moyens limités dont je disposais. La bibliothèque municipale était devenue mon salut. Non seulement elle avait des toilettes propres où je pouvais me laver correctement, mais la bibliothécaire, Madame Leclerc, m'avait discrètement glissé un petit flacon de shampoing et une savonnette. Pour la salle de lecture, avait-elle dit avec un regard entendu. Nous aimons que nos usagers soient à l'aise. J'avais réussi à me laver les cheveux dans le lavabo et à utiliser des serviettes en papier pour frotter 2 semaines de crasse urbaine. Mes vêtements étaient toujours froissés et portaient l'odeur des bancs de parc et de l'incertitude, mais c'était le plus propre que je pouvais faire. J'avais même trouvé un petit miroir et appliqué ce qui restait de mon vieux rouge à lèvres, essayant de ressusciter un semblant de la femme que j'avais été. Le cabinet d'avocat de Maître Leroy et associés se trouvait dans un immeuble du centre-ville qui me faisait me sentir encore plus petite et déplacée. Les sols en marbre reflétaient des néons qui semblaient durs après des semaines à vivre à la lueur des lampadaires et du lever du soleil. Je me suis assise dans la salle d'attente, les mains jointes sur mes genoux, essayant de ne toucher à rien qui pourrait montrer à quel point je me sentais encore sale sous mes tentatives de nettoyage. Sophie est arrivée avec 15 minutes de retard, vêtue d'un tailleur noir qui coûtait probablement plus que ma petite retraite mensuelle. Elle était coiffée et ses ongles étaient parfaitement manucurés. Quand elle m'a vue assise là, elle n'a même pas essayé de cacher son dégoût. « Mon Dieu, Bernadette, je t'avais dit de te nettoyer. » Elle s'est assise à 2 chaises de moi, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. « Tu sens la décharge. » Je n'ai rien dit. J'avais appris au cours des 2 dernières semaines que le silence était parfois la seule dignité qu'il me restait. Une jeune réceptionniste nous a appelés dans une salle de conférence où Maître Leroy, un homme distingué d'une 60aine d'années, a rangé des papiers sur une table en bois poli. Il nous a salués poliment de la tête alors que nous prenions place. « Madame Hartwell ?»« Madame Thomas Hartwell » dit-il, utilisant le nom de jeune fille de Sophie qu'elle avait accolé au sien après le mariage. « Merci à toutes les 2 d'être venues. Je suis désolée pour votre perte. » Sophie tamponna ses yeux avec un mouchoir, bien que je remarquais qu'ils étaient complètement secs. « C'est si difficile, » dit-elle d'une voix que je ne reconnaissais pas, douce et vulnérable. Thomas était tout pour moi. J'en suis certain. Maître Leroy ouvrit un dossier en carton. Bien, procédons à la lecture du testament et des dernières volontés de Thomas Michel Hartwell. Je retins mon souffle. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais imaginé tous les scénarios possibles. Peut être que Thomas m'avait laissé un petit pécule. Peut être qu'il avait pris des dispositions pour que je reste dans la maison. Peut être que, malgré tout ce que Sophie avait dit, il avait encore pensé à sa mère à la fin. La succession de Thomas est relativement simple, commença Maître Leroy. Ses principaux actifs comprennent sa Renault Clio de 2010 à 9, évaluée à environ 10 à 8 000 euros, son compte courant avec un solde de 3 200 euros et son plan d'épargne retraite avec un solde de 47 000 euros.
Sophie se pencha en avant, déjà en train de calculer. Cependant, continue à Maître Leroy, Thomas avait aussi des dettes importantes. Des soldes de carte de crédit totalisant 22 000 euros, un prêt personnel non remboursé de 15 000 euros et des factures médicales de sa visite aux urgences l'année dernière totalisant 8 000 euros. J'ai regardé le visage de Sophie changer à mesure que les chiffres s'imprimaient dans son esprit. Elle s'attendait à une manne financière. Mais le calcul était simple. Même après avoir vendu tout ce que Thomas possédait, elle s'en sortirait à peine à l'équilibre. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, sa voix plus sèche maintenant. « Cela signifie qu'après avoir réglé toutes les dettes et les frais funéraires, il reste très peu à distribuer. La voiture devra probablement être vendue pour couvrir les obligations restantes. » Sophie fixait les papiers devant elle. « Mais la maison ?» Thomas possédait la maison. Maître Leroy parut confus. « De quelle maison parlez-vous, madame ?»« La maison de la rue des Tilleuls. » Thomas en a hérité de sa mère. Elle me lança un regard venimeux. Elle y vit comme locataire, mais la propriété appartient à Thomas. « Je crains de n'avoir aucune trace de biens immobiliers au nom de Thomas, » dit Maître Leroy prudemment. « Êtes-vous certaine de cela ? Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans le bureau, j'ai parlé, parce que la maison n'appartient pas à Thomas, elle m'appartient. » Sophie se tourna pour me regarder, la bouche légèrement ouverte. « C'est impossible. J'ai vu les papiers. »« Tu as vu des papiers ?» dis-je doucement. « Mais tu n'as pas vu l'acte de propriété. » Maître Leroy se racla la gorge. « Peut-être devrions-nous clarifier cette affaire. Madame Hartwell, avez-vous des documents concernant cette propriété ? J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un dossier que je portais sur moi depuis 2 semaines. L'acte de propriété est ici. La maison de la rue des Tilleuls est à mon nom depuis 1987. Elle est entièrement payée depuis 8 ans. » Sophie m'arracha les papiers des mains, les parcourant frénétiquement. J'ai regardé son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose approchant la panique. « Ça ne peut pas être vrai, » dit-elle. « Thomas m'a dit qu'il possédait la maison. Il a dit qu'il l'avait fait transférer à son nom pour des raisons fiscales. »« Thomas t'a menti, » dis-je simplement. « Ou peut être que tu as mal compris ce qu'il disait. Il aidait avec les factures et l'entretien, mais il n'a jamais possédé la propriété. Mais j'ai vu des papiers de crédit dans son bureau. C'étaient des copies du prêt original que j'ai remboursé en 2015. Thomas les gardait pour ses propres dossiers parce qu'il m'aidait avec des papiers de refinancement il y a quelques années. » Maître Leroy examina l'acte de propriété attentivement. « Cela semble tout à fait légitime. Madame Hartwell, vous êtes en effet l'unique propriétaire du 247 rue des Tilleuls. » Je n'avais jamais vu Sophie aussi complètement abasourdie. Pendant 2 semaines, j'avais cru à ses mensonges sur le fait que Thomas voulait que je parte, qu'il était fatigué de s'occuper de moi. J'avais accepté sa cruauté parce que je pensais qu'elle avait le droit légal de me jeter hors de ma propre maison. « Il y a autre chose, dis-je en sortant un autre document. Thomas n'a jamais payé le crédit. C'est moi qui l'ai payé tout ce temps, avec mon propre compte d'épargne. »« Ton compte d'épargne ?» La voix de Sophie se brisa. « Quel compte d'épargne ? Tu nous as dit que tu vivais de ta petite retraite. » Je la regardais longuement, la voyant clairement pour la première fois depuis la mort de Thomas. « Je ne t'ai jamais dit que je vivais de ma retraite. Tu l'as supposé et je ne t'ai jamais corrigé. » La vérité commençait à lui apparaître et je pouvais voir la peur s'insinuer dans ses yeux. « Si tu possèdes la maison et que tu as payé toutes les factures, alors tu as vécu dans ma maison en tant qu'invité ces 5 dernières années. » Et je terminais. Une invitée qui vient de jeter son hôtesse à la rue. Maître Leroy nous regardait avec un intérêt croissant. « Madame Hartwell devriez-vous consulter votre propre avocat à ce sujet ?»« Oh, je l'ai déjà fait, dis-je calmement. Vous voyez, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir ces 2 dernières semaines. Le temps de me souvenir de choses que j'avais oubliées, le temps de passer quelques appels depuis la bibliothèque. » Sophie me fixait comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. « De quoi parles-tu » J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. « Je parle du fait que mon fils n'a pratiquement rien laissé, ce qui signifie que tu n'as droit à rien de valeur. Mais moi, en revanche, j'ai plusieurs choses qui pourraient t'intéresser. J'ai sorti un dernier papier. Ceci est un avis d'expulsion, dûment enregistré auprès du tribunal. Tu as 30 jours pour quitter ma propriété. » La couleur quitta complètement le visage de Sophie. « Tu ne peux pas faire ça. Thomas n'aurait pas voulu ça. Thomas est mort, dis-je. » Et le dire à voix haute ne faisait pas aussi mal qu'il y a 2 semaines. Et moi, je suis bien vivante, malgré tous tes efforts pour me détruire. Elle ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais aucun mot ne sortit.
Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sophie était complètement sans voix, et je ne faisais que commencer. Le silence dans le bureau de Maître Leroy s'étira jusqu'à ce que je pense que Sophie pourrait réellement s'évanouir. Elle agrippait le bord de la table de conférence, si fort que ses jointures étaient devenues blanches, fixant l'avis d'expulsion comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « C'est impossible, murmura-t-elle enfin. Tu n'es qu'une pauvre vieille femme qui vit de sa retraite. Thomas m'a dit que tu ne pouvais même pas te payer tes propres courses. » J'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft de mon sac à main. « Thomas t'a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, semble-t-il. Ou peu, est qu'il n'a jamais vraiment su la vérité lui-même. » Maître Leroy observait notre échange avec un intérêt professionnel, mais je pouvais voir la curiosité dans ses yeux. « Madame Hartwell, souhaitez-vous que j'examine d'autres documents ?» Effectivement, oui, j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table vers lui. Je pense qu'il est temps que tout le monde comprenne la situation dans son ensemble. Sophie a essayé d'attraper l'enveloppe, mais Maître Leroy a été plus rapide. Il l'a ouverte avec soin et a commencé à examiner le contenu. J'ai regardé ses sourcils se hausser de plus en plus haut à chaque page qu'il tournait. « Madame Hartwell, dit-il lentement, ceci semblent être des actes de propriété. 7 d'entre eux, pour être exacts. C'est exact et je confirmais. La maison de la rue des Tilleuls, où Sophie a vécu sans payer de loyer, est en fait la plus petite de mes propriétés. » « Tes propriétés ?» La voix de Sophie n'était qu'un couinement. « Quelle propriété ?» Maître Leroy étudie un document particulier avec une concentration intense. Ceci est un acte pour un immeuble commercial en centre-ville, le centre commercial des Berges. Je le possède depuis 12 ans, dis-je calmement. Les revenus locatifs ont été assez substantiels. Sophie semblait avoir du mal à respirer. Des revenus locatifs ? Quels revenus locatifs ? Du centre commercial, des 3 immeubles d'appartements dans le quartier historique, du pavillon de la rue des Cerisiers et de l'entrepôt près de la rivière. Oh, et il y a aussi le chalet de vacances dans les Alpes. Maître Leroy posa les papiers et me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. « Madame Hartwell, sur la base de ces documents et des valeurs actuelles du marché, vous semblez valoir plusieurs millions d'euros. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser. Sophie émit un son étranglé et mit sa tête dans ses mains. « Mais c'est impossible, dit-elle, sa voix étouffée. Tu vis comme ? Tu t'habilles comme ? Thomas disait que tu avais besoin d'aide financièrement. Thomas disait beaucoup de choses. » Ai-je répété. Il disait ces choses parce que je laissais les croire. Parce que je voulais qu'il se sente utile, qu'il ait l'impression de prendre soin de sa mère. Je voulais qu'il ait un but et de la fierté. J'avais passé 2 semaines dans la rue à penser à cela, à me souvenir de conversations avec mon fils que j'avais interprétées d'une certaine manière à l'époque, mais que je comprenais différemment maintenant. Quand Thomas est revenu vivre avec moi il y a 2 ans, il en avait honte. Il avait 36 ans et retournait dans sa chambre d'enfant parce que son bail avait expiré et qu'il ne trouvait rien d'abordable. Il se sentait comme un échec. Sophie leva la tête. Le mascara avait coulé autour de ses yeux. Alors je l'ai laissé payer les factures et les courses. Je l'ai laissé penser qu'il contribuait de manière significative au foyer. Quand il a voulu aider, avec ce qu'il pensait être mes mensualités de crédit, je l'ai laissé transférer de l'argent sur un compte que j'avais créé spécialement à cet effet. « Quel compte ?» murmura-t-elle. « Un compte d'épargne à son nom que j'ai ouvert et financé moi-même. Chaque euro que Thomas pensait verser pour mon crédit allait sur ce compte. J'allais lui rendre cet argent comme apport quand il serait prêt à acheter sa propre maison. » Maître Leroy parcourait d'autres papiers. Il y a aussi des documents ici pour plusieurs comptes d'investissement, des assurances-vie et ce qui semble être un portefeuille d'actions. Mon défunt mari était très doué pour les investissements, ai-je expliqué. Il a commencé à construire notre portefeuille quand Thomas était bébé. Après son décès, il y a 15 ans, j'ai continué à suivre sa stratégie. J'ai plutôt bien réussi. Sophie me fixait comme si j'étais une extraterrestre. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu étais pauvre ? Parce que l'argent change les gens, dis-je simplement. J'ai vu cela arriver dans des familles avant. Les enfants commencent à voir leurs parents comme des comptes en banque au lieu de personnes. Ils cessent de rendre visite par amour et commencent à rendre visite par attente. Mais Thomas t'aimait. Oui, il m'aimait. Et je voulais que ça reste ainsi. Je voulais qu'il m'appelle tous les dimanches parce que parler à sa mère lui manquait. Pas parce qu'il s'inquiétait de son héritage. Je voulais qu'il m'invite à dîner parce qu'il appréciait ma compagnie. Pas parce qu'il se sentait obligé de prendre soin de la source d'argent de la famille. J'avais pensé à cela pendant des semaines. À toutes les petites manières dont j'avais maintenu l'illusion d'être la pauvre veuve qui avait besoin d'aide. Faire les magasins de seconde main quand Thomas était avec moi, découper des bons de réduction, me plaindre du coût des factures. C'était devenu une telle habitude que j'avais presque oublié que c'était un rôle.
L'ironie, continuai-je, c'est que Thomas n'a jamais eu besoin de travailler aussi dur qu'il l'a fait. Il n'a jamais eu besoin de s'inquiéter pour l'argent ou d'accepter des emplois qu'il détestait. J'aurais pu lui rendre la vie tellement plus facile, mais je pensais protéger notre relation en le laissant se sentir indépendant. Sophie pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de rage et de frustration. Tu m'as laissé te jeter hors de ta propre maison. Tu m'as laissé t'humilier. Oui, pourquoi ? Je suis restée silencieuse un long moment, pensant à ces 2 semaines dans la rue, à la faim, à la peur et à la façon dont les gens me regardaient comme si je n'existais pas. Parce que j'avais besoin de voir qui tu étais vraiment, dis-je finalement. J'avais besoin de comprendre quel genre de personne j'avais accueilli dans ma famille pendant 5 ans. Et maintenant je sais. Je me suis levée rassemblant mes papiers. Maître Leroy, merci pour votre temps. Je crois que Madame Thomas Sartwell comprend sa situation maintenant. Sophie a bondi alors que je me dirigeais vers la porte. Bernadette, attends, nous devons en parler. J'étais sous le choc du deuil. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je me suis arrêtée et me suis retournée. Ah non, tu semblais penser que c'était parfaitement raisonnable quand tu croyais que j'étais une pauvre vieille femme sans nulle part où aller. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas que j'étais riche, alors c'était acceptable de me maltraiter. Si j'avais été réellement pauvre et sans défense, il aurait été acceptable de me jeter à la rue pour me débrouiller seule. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, mais aucun son n'est sorti. L'avis d'expulsion est maintenu, ai-je dit. Tu as 30 jours. En sortant du cabinet d'avocat et en entrant dans l'après-midi gris, j'ai réalisé que pour la première fois en 2 semaines, je n'avais pas peur de l'endroit où j'allais dormir cette nuit. Je rentrais à la maison. Rentrer à la maison aurait dû être un triomphe. Mais debout sur le trottoir devant le 247 rue des Tilleuls, tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. La maison était exactement la même que 3 semaines auparavant, quand Sophie m'avait forcée à partir avec rien d'autre que 2 valises. Les roses que j'avais plantées le long de l'allée étaient en fleurs. La pelouse était tondue et tout semblait normal de l'extérieur. J'ai utilisé ma clé, la clé que je n'avais jamais abandonnée, bien que Sophie ait probablement supposé que je l'avais perdue quelque part pendant mes semaines dans la rue. La serrure a tourné facilement et je suis entrée dans ma propre maison pour la première fois depuis les funérailles de mon fils. L'odeur m'a frappée en premier. Sophie avait brûlé des bougies de luxe, le genre qui coûte 40 € pièce dans les grands magasins. Le salon avait été réaménagé. Le fauteuil ancien de ma grand-mère avait été déplacé dans un coin et remplacé par un fauteuil inclinable en cuir moderne que je ne reconnaissais pas. Il y avait des sacs de courses éparpillés, preuve de la frénésie d'achat dans laquelle elle avait dû se lancer en planifiant sa nouvelle vie de veuve avec un bien hérité. J'ai traversé chaque pièce lentement, cataloguant les changements. Elle s'était installée dans la chambre principale, ma chambre, et avait étalé ses affaires sur toutes les surfaces. La chambre d'amis, où elle et Thomas avaient séjourné, était maintenant utilisée comme un immense dressing, avec des vêtements portant encore leurs étiquettes de prix suspendues à chaque crochet, étringles disponibles. Dans la cuisine, j'ai trouvé des reçus éparpillés sur le comptoir. Elle avait acheté des appareils électroménagers, des meubles, même une nouvelle voiture. Tout acheté à crédit, probablement en supposant qu'elle posséderait bientôt un bien immobilier de valeur à utiliser comme garantie. J'étais dans ma cuisine, tenant un reçu pour un ensemble de salle à manger à 7 000 €, quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Bernadette. La voix de Sophie a résonné dans la maison, aiguë de panique. Bernadette, où es-tu ? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement assise à ma table de cuisine. La même table où Thomas faisait ses devoirs quand il était enfant, et j'ai attendu. Elle m'a trouvée quelques minutes plus tard, respirant fort comme si elle avait couru. Son maquillage parfait était maculé, et ses cheveux étaient en désordre. Elle ne ressemblait en rien à la femme composée qui m'avait narguée dans le parc 2 semaines plus tôt. « Il faut qu'on parle, dit-elle, essayant de reprendre son souffle. « Vraiment ? C'est de la folie, Bernadette. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je suis de la famille. » Je l'ai regardée un long moment. « Quand as-tu commencé à te considérer comme ma famille, Sophie ? Parce que ce n'était certainement pas quand tu me photographiais en train de nourrir les pigeons en me demandant si je m'amusais bien à vivre avec les chiens. » Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse, mais seulement pour une seconde. J'étais bouleversée, j'étais en deuil. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont émus, non ? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. « Dis-moi, de quoi faisais-tu le deuil exactement ? Parce qu'il me semble que tu as vu la mort de Thomas comme une opportunité plutôt qu'une perte. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? » Je me suis retournée pour lui faire face.
Tu m'as fait mettre dehors avant même que Thomas ne soit enterré. Tu faisais du shopping pour de nouveaux meubles pendant que je dormais sur des bancs de parc. Tu planifiais ta nouvelle vie de propriétaire pendant que je fouillais dans les poubelles pour trouver à manger. Son visage s'est décomposé et un instant j'ai cru qu'elle pourrait ressentir un véritable remords. Je ne savais pas que tu étais vraiment à la rue, je pensais que tu avais un endroit où aller. Où, Sophie? Où pensais-tu qu'une femme de 63 ans sans argent irait? Je ne sais pas. Un hôtel? Chez une amie? Comment étais-je censée savoir que tu n'avais pas d'autres options? Parce que tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais assez soucié de moi pour demander. Nous sommes restés là en silence pendant plusieurs minutes. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. La même horloge qui avait marqué le temps dans cette maison pendant plus de 2 décennies. Écoute, dit enfin Sophie, sa voix prenant un ton mielleux que je lui connaissais quand elle voulait quelque chose. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessée. Mais nous sommes 2 adultes. Nous pouvons trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Je pourrais te payer un loyer. J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. Un bon poste avec des avantages. Je pourrais t'aider à entretenir la propriété, peut-être même à gérer tes autres investissements. J'ai presque ri. Tu veux m'aider à gérer mes investissements? J'ai un diplôme en commerce, Bernadette. Je m'y connais en finance et en gestion immobilière. Nous pourrions être partenaires. Partenaires? J'ai répété le mot comme s'il avait un mauvais goût. Partenaire égal, je suppose. Eh bien, pas égal exactement, mais juste. Tu fournis le capital. Je fournis l'expertise et le travail. Et qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin de ton expertise? Elle a fait un geste vers la cuisine. Regarde cet endroit, Bernadette. C'est comme une capsule temporelle. Tu pourrais gagner tellement plus d'argent avec tes propriétés si tu les modernisais, si tu modernisais ton approche. Je pourrais t'aider à faire ça. Je suis allée à un tiroir et j'ai sorti un dossier que j'y avais placé plus tôt. Tu veux dire comme ça? Je lui ai tendu une épaisse liasse de papier. Elle l'a ouverte et a commencé à lire, son expression devenant de plus en plus confuse à chaque page. « Ce sont des plans de rénovation, dit-elle, pour le centre commercial des Berges. Je convertis l'étage supérieur en appartement de luxe. Le projet commence le mois prochain. Je lui ai tendu un autre dossier. C'est la proposition pour le pavillon de la rue des Cerisiers. Je le fais entièrement rénover et convertir en une seule maison familiale. Le quartier s'est assez gentrifié pour que sa valeur triple. Un troisième dossier, des plans pour le chalet de montagne. J'ajoute 2 chambres et je modernise la cuisine. Le marché de la location de vacances là, a explosé depuis le Covid. Elle fixait les papiers comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Tu as déjà tout planifié. Sophie, je gère des biens immobiliers depuis plus de 20 ans. J'achetais et rénovais des biens avant même que tu ne sortes du lycée. En quoi pensais-tu exactement avoir besoin de mon aide? Mais Thomas disait ce que tu voulais entendre. Thomas te disait que j'étais sans défense parce que c'est ce que tu t'attendais à entendre d'une pauvre vieille veuve. Tu n'as jamais pris la peine de lui demander les détails parce que la vérité ne t'intéressait pas. Elle s'est affalée sur une des chaises de la cuisine, tenant toujours les plans de rénovation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais tes valises et tu trouves un autre endroit où vivre. Il te reste 27 jours. Et si je refuse? Je me suis assise en face d'elle. Alors l'huissier de justice t'expulsera de force et tu auras une expulsion sur ton dossier qui rendra très difficile la location d'un logement décent. Tu me ferais vraiment ça? Sophie, tu m'as jetée de ma propre maison et tu as ri de moi alors que j'étais sans abri. Tu as photographié mon humiliation et tu t'es moquée de moi pour t'amuser. Que crois-tu que je te doive exactement? Elle est restée silencieuse un long moment, regardant ses mains. Quand elle a finalement levé les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas du remords exactement, mais une sorte d'acceptation calculatrice. Et si j'avais des informations que tu pourrais vouloir savoir? Quel genre d'informations? Sur Thomas, sur des choses qu'il a dites avant de mourir. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quelle chose? Elle se pencha en avant, sentant un avantage. Il savait, Bernadette. Il avait compris que tu étais riche. Il a trouvé certains de tes documents financiers il y a environ 6 mois. J'ai senti mon cœur s'arrêter. C'est impossible. Est-ce que ça l'est? Thomas était plus intelligent que tu ne le pensais. Il a commencé à remarquer des choses. La façon dont tu ne semblais jamais inquiète pour l'argent, même quand il a perdu son emploi. La façon dont tu avais toujours de l'argent disponible quand il avait besoin d'aide. La qualité de tes bijoux, même si tu faisais tes courses dans des friperies. Ma bouche est devenue sèche. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il comprenait pourquoi tu l'avais fait. Il a dit qu'il était reconnaissant
que tu l'aies laissé se sentir utile au lieu d'être un cas de charité. Mais il a aussi dit, elle a fait une pause, observant mon visage attentivement. Quoi ? Il a dit qu'il s'inquiétait de ce qui t'arriverait s'il lui arrivait quelque chose. Il s'inquiétait pour moi. Les mots m'ont frappé comme un coup. Il s'inquiétait que tu me fasses du mal. Il disait que j'avais un côté méchant. Il disait qu'il espérait que tu serais assez intelligente pour te protéger s'il n'était plus là. Je l'ai fixé, essayant de traiter cette information. S'il savait que je pouvais me protéger, pourquoi s'inquiétait-il ? Le sourire de Sophie était froid et acéré. Parce qu'il a aussi dit que tu l'aimais tellement que tu pourrais laisser quelqu'un te faire du mal si tu pensais que c'est ce qu'il aurait voulu. La vérité de ses paroles s'est abattue sur moi comme un poids. Thomas avait vu clair en nous deux. Il avait su exactement qui j'étais et exactement qui était Sophie. Et il avait essayé de me protéger d'outre-tombe. Sors, dis-je doucement. Bernadette, sors de ma maison, maintenant. Elle s'est levée lentement, tenant toujours les plans de rénovation. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est que mon fils n'ait pas vécu assez longtemps pour voir quel genre de personne il a épousé. Après son départ, je suis restée seule dans ma cuisine alors que le soleil se couchait dehors. Thomas avait su, il avait tout su, et il avait encore essayé de prendre soin de moi jusqu'à la toute fin. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré, pas seulement pour l'avoir perdu, mais pour les conversations que nous n'avons jamais eues, pour les vérités que nous n'avons jamais partagées, pour les années que nous avons passées à prétendre être ce que nous n'étions pas, parce que nous pensions tous les deux nous protéger l'un l'autre. Mais demain, je commencerai à vivre différemment. Demain, je commencerai à être honnête sur qui j'étais. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de mon chalet de montagne, regardant un groupe de chiens de sauvetage jouer sous le soleil de l'après-midi. La rénovation avait été achevée en avance, et ce qui était autrefois une simple location de vacances était maintenant quelque chose de tout à fait différent. Le Havre, comme j'avais décidé de l'appeler, était un sanctuaire pour les chiens âgés que les refuges ne pouvaient pas placer. Ceux qui étaient trop grisonnants autour du museau, trop lents, trop ancrés dans leurs habitudes pour que la plupart des familles en veuillent. Ceux qui me rappelaient un peu trop moi-même pendant ces 2 semaines dans la rue. Maxine, une golden retrievée de 13 ans aux yeux voilés et aux hanches arthritiques, était couchée à côté de moi dans l'herbe. Elle avait été abandonnée dans un refuge fourrière quand sa famille avait déménagé et décidé qu'elle était trop encombrante à emmener. Maintenant, elle passait ses journées à faire la sieste au soleil et à se faire donner des friandises à la main par les bénévoles qui m'aidaient à gérer le sanctuaire. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais trouvé mon but en prenant soin des laissés pour compte et des oubliés. Les chiens ne se souciaient pas que je sois riche. Ils ne voulaient rien de moi, sauf de la gentillesse, et un endroit sûr pour passer leurs dernières années. Mon téléphone a vibré avec un message de mon gestionnaire immobilier. La rénovation de la rue des Cerisiers était presque terminée et nous avions déjà 3 offres au-dessus du prix demandé. Les appartements du centre commercial des Berges avaient une liste d'attente. Même avec les dépenses de fonctionnement du sanctuaire, ma valeur nette avait considérablement augmenté au cours des 6 derniers mois. J'ai entendu une voiture monter l'allée de gravier et j'ai levé les yeux pour voir Madame Leclerc de la bibliothèque sortir de sa berline. Elle était devenue une amie inattendue au cours des derniers mois, faisant du bénévolat au sanctuaire le week-end et m'aidant à créer une petite bibliothèque dans la maison principale où les visiteurs pouvaient s'asseoir et lire tout en passant du temps avec les chiens. « Comment vont nos pensionnaires aujourd'hui » demanda-t-elle en s'installant dans la chaise de jardin à côté de moi. « Heureux », dis-je simplement. « Content ». Elle a hoché la tête, regardant un vieux beagle nommé Chester boitiller pour inspecter un papillon. « Des nouvelles de votre belle-fille » Je n'avais pas eu de nouvelles de Sophie depuis qu'elle avait déménagé, 3 semaines après l'avis d'expulsion. Elle avait emporté la plupart de ses affaires, mais avait laissé derrière elle plusieurs achats coûteux qu'elle n'avait pas pu retourner. Je les avais tous donnés à des œuvres de charité. Rien. Je suppose qu'elle a trouvé un autre endroit où atterrir. Regrettez-vous parfois d'avoir été si dur avec elle ? J'ai réfléchi à la question en regardant Chester abandonner le papillon et trouver un coin ensoleillé pour une sieste. Je regrette que Thomas n'ait jamais pu voir cet endroit. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour arrêter de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Mais non, je ne regrette pas de m'être protégée de quelqu'un qui voyait ma douleur comme un divertissement. Madame Leclerc est restée silencieuse un moment. Vous savez, quand je vous ai rencontré pour la première fois à la bibliothèque, je pensais que vous étiez juste une autre personne sans abri cherchant un endroit pour se réchauffer. C'était le cas. Mais il y avait quelque chose de différent chez vous. La façon dont vous vous teniez, même lorsque vous étiez au plus bas, vous n'avez jamais perdu votre dignité. J'en étais proche. Mais vous ne l'avez pas perdue. Et c'est ce qui compte. Une nouvelle bénévole est arrivée pour aider avec le repas du soir.
Une jeune femme dont la propre grand-mère avait été abandonnée par sa famille après avoir développé la maladie d'Alzheimer. Elle nous avait trouvés par le bouche à oreille, cherchant un moyen de canaliser sa colère en quelque chose de positif. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai traversé une dernière fois la maison principale, vérifiant les chiens plus âgés qui préféraient dormir à l'intérieur. Le bâtiment avait été complètement transformé d'un simple chalet en une installation confortable, avec plusieurs zones de couchage, une cuisine moderne pour préparer des régimes spéciaux et une salle médicale où notre vétérinaire tenait des consultations hebdomadaires. Dans le bureau, je gardais une photo encadrée de Thomas sur le bureau. Pas un des portraits officiels de ses funérailles, mais une photo prise sur le vif de lui à l'âge de 12 ans, souriant et tenant un chiot sauvé que nous avions accueilli pendant quelques semaines. Il m'avait supplié de garder ce chiot et j'avais dit non, parce que je pensais que c'était trop de responsabilité. Maintenant, j'étais entourée de chiens qui avaient besoin d'un foyer et je réalisais que Thomas aurait adoré cet endroit. Il aurait compris pourquoi je choisissais de dépenser mon argent de cette façon plutôt que dans des vêtements de marque ou des voitures de luxe. Mon téléphone a sonné alors que j'éteignais les lumières. Un numéro inconnu, ce qui signifiait généralement soit une demande de don, soit quelqu'un cherchant à abandonner un animal. Allô, Madame Hartwell ? C'est l'inspecteur Morrison du commissariat de police. Je vous appelle au sujet de Sophie Thomas Hartwell. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Qui a-t-il à son sujet ? Elle a été arrêtée pour fraude à la carte de crédit et usurpation d'identité. Nous avons trouvé des documents avec votre nom et votre numéro de sécurité sociale parmi ces affaires. Nous aimerions que vous veniez déposer une plainte formelle. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil de bureau. Quel genre de documents ? De faux relevés bancaires, des signatures contrefaites sur des demandes de prêt, ce genre de choses. Il semble qu'elle ait utilisé vos informations pour essayer d'obtenir du crédit. Les demandes ont toutes été refusées parce que les agences de crédit n'ont pas pu vérifier les informations, mais la tentative de fraude reste un crime. J'ai fermé les yeux. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? D'après ce que nous avons trouvé, cela a commencé environ 2 mois après qu'elle a quitté votre propriété. Madame Hartwell, elle avait aussi des photographies de vous datant de l'époque où vous étiez sans abri. Il semble qu'elle les utilisait pour créer un faux récit sur votre situation financière, afin d'appuyer ses tentatives de fraude. Les photographies du parc, l'humiliation qu'elle avait documentée pour son propre amusement était devenue une preuve dans son plan pour voler mon identité. Madame Hartwell, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Que dois-je faire ? Nous aimerions que vous veniez demain matin pour examiner les preuves et déposer une plainte formelle. Avec votre témoignage, nous pouvons nous assurer qu'elle fasse face aux accusations appropriées. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le bureau, silencieux, pendant un long moment. Dehors, je pouvais entendre les sons contents des chiens s'installant pour la nuit, le bruissement des couvertures, le ronflement doux occasionnel. Sophie avait fait une dernière tentative pour profiter de ma misère, et cela s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. La photo même qu'elle avait prise pour se moquer de moi servirait maintenant de preuve de son intention criminelle. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois. Si désespérée d'avoir une famille que je m'étais laissée abuser et rejeter, cette femme-là aurait pu être eu pitié de Sophie, aurait pu être refusée de porter plainte par un sens mal avisé de la miséricorde. Mais je n'étais plus cette femme. Le lendemain matin, je suis allée en ville et j'ai passé 2 heures au commissariat à examiner les preuves et à signer des dépositions. L'inspecteur m'a montré des demandes de prêt où Sophie prétendait être ma mandataire financière, appuyée par les photos de moi, ayant l'air sans abri et confuse. Elle a dit aux agents de crédit que vous souffriez de démence et qu'elle était responsable de la gestion de vos biens, a expliqué l'inspecteur Morrison. Elle essayait d'obtenir une ligne de crédit en utilisant votre propriété comme garantie, mais elle n'a aucune autorité légale sur mes finances. Non, en effet. C'est pourquoi cela constitue une fraude. Elle pariait sur le fait qu'une vieille femme confuse sans famille ne serait pas en mesure de se défendre efficacement. J'ai signé le dernier formulaire de plainte et je lui ai rendu. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, elle va être jugée. Avec les preuves que nous avons, elle risque plusieurs années de prison. En retournant au sanctuaire, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas de la satisfaction ou de la vengeance. Juste le sentiment tranquille que la justice était rendue. Sophie avait fait ses choix et maintenant elle en affronterait les conséquences. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de la maison principale avec Maxine endormie à mes pieds et j'ai regardé le coucher de soleil peindre les montagnes en or. Le sanctuaire était plein. 12 chiens qui auraient pu être euthanasiés vivaient maintenant leurs derniers jours dans le confort et la dignité.
Mon téléphone a vibré avec un message de l'entrepreneur travaillant sur mon prochain projet, une deuxième installation de sanctuaire de l'autre côté de la région. Nous commencions les travaux le mois prochain. J'avais passé la majeure partie de ma vie à cacher qui j'étais, à prétendre être plus petite et plus faible que je ne l'étais réellement parce que je pensais que cela protégerait les relations qui comptaient pour moi. Mais la relation qui avait le plus compté, celle avec mon fils, avait été assez forte pour survivre à la vérité. Thomas m'avait aimé non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que j'étais sa mère. Les chiens du Havre ne savaient pas que j'étais riche, mais ils ne se souciaient pas non plus du fait que j'avais été sans abri. Ils m'aimaient parce que je les nourrissais, parce que je leur donnais des endroits chauds pour dormir, parce que je les traitais avec gentillesse, même quand le monde les avait abandonnés. C'était suffisant, c'était tout. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de ma tête, j'ai pris une note mentale d'ajouter une autre photo sur le mur de mon bureau. Pas de Thomas cette fois, mais de moi-même, ce premier jour au sanctuaire, entouré de chiens qui avaient enfin trouvé un foyer. Certains héritages sont faits d'argent, de propriétés ou d'empires commerciaux, transmis de génération en génération. Mais l'héritage que je construisais maintenant était plus simple et plus durable. Un endroit où les oubliés pouvaient trouver la paix, où les rejetés pouvaient découvrir leur valeur, où l'amour était donné librement sans attente de retour. C'était exactement la vie que mon fils aurait voulu pour moi. Exactement la vie que j'avais toujours été assez courageuse pour vivre, une fois que j'ai cessé d'avoir peur de qui j'étais vraiment. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.